Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur Africa Today Télévision pour vous informer et bienvenue dans ce journal. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce mercredi 3 mai 2017 à travers le monde avec le thème central « Construire la paix dans l'esprit des hommes ». La Guinée n'est pas restée en marge de cette célébration et a mis au centre des débats l'utilisation par les journalistes de l'écosystème numérique. Une occasion pour les autorités guinéennes d'inviter les hommes de médias à plus de responsabilités dans l'exercice de leur métier. Ça, Alou Yambouno. La technologie en perpétuelle évolution et le monde médiatique avec. Aujourd'hui, nul n'ignore la place qu'occupent les NTIC dans la sphère médiatique. Cependant, ce progrès considérable laisse surgir des interrogations donnant naissance à une autre forme de journalisme, explique le ministre de la Communication. En Guinée, l'univers des médias s'est enrichi avec une forte utilisation de l'information numérique, ayant donné naissance à ce que certains acteurs nomment déjà le journalisme citoyen, un journalisme qui s'accomplit via des outils de modernité que sont l'Internet, la téléphonie mobile et la vulgarisation des réseaux sociaux. L'ancien directeur de publication du journal Matalana ne doute pas de la fiabilité des outils informatiques, mais exige du journaliste un sens de responsabilité dans l'exercice de son métier. Ces outils sont pertinents lorsqu'ils sont soumis aux mêmes exigences que l'information classique, que sont la vérification de la source et la crédibilité des informations véhiculées. La réalité est bien plus que tangible. Le web devient incontournable au point que certains se sentiraient permis à tout. Une erreur qu'ils commettent si nous tenons en compte ces explications du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il n'y a pas d'anonymat dans le cyberespace. Quand vous utilisez votre smartphone, vous envoyez une information, nous avons les moyens techniques de remonter jusqu'au smartphone et savoir qui est l'utilisateur de ce smartphone. Quand vous utilisez un cybercafé, nous avons la possibilité de savoir de quel cybercafé il s'agit, de quelle machine il s'agit, parce qu'à chaque machine est associée une adresse. Cette fête du 3 mai a été également l'occasion pour les autorités guinéennes et certains responsables d'associations de presse de penser à toutes ces personnes qui ont exercé ce métier au prix de leur vie. En conférence de presse à Koléa, toujours dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse, le syndicat professionnel de la presse privée a saisi l'occasion pour lever un coin du voile sur l'état d'avancement du projet de la convention collective de la presse privée en Guinée. Mais le président du syndicat promet sa signature courant 2017. Explication, Li Mariama Baïlo. Avec un paysage médiatique pluriel en Guinée, la nécessité pour le syndicat des professionnels de la presse de disposer d'un projet de convention collective s'impose. Le projet est lancé depuis un an. Les membres du SPPG ont donc mis la journée du 3 mai pour faire le point sur l'évolution de cette convention. Nous avons déjà déposé une copie de ce projet de convention collective au niveau de l'inspection générale du travail qui a invité les associations des patrons de presse, c'est l'Ultergui, AGP et Agipel, pour venir discuter avec nous sur le contenu de cette convention. Mais la procédure n'a pas été appréciée quand même tellement par les patrons de presse qui nous ont demandé à ce qu'on se retrouve entre nous pour d'abord discuter sur le contenu avant de se retrouver au niveau de l'inspection. La demande a été faite donc à l'inspecteur général du travail, Dr Ali Akamara, qui a gentiment accepté la demande faite donc par les associations des patrons de presse. Donc actuellement, nous sommes en contact avec ces associations, l'Ultergui, AGP et Agipel, pour vraiment discuter entre nous. Une fois adoptée, selon le président du syndicat, cette convention contribuera de façon exponentielle à changer les conditions de vie et de travail des journalistes guinéens. Et Sidi Diallo promet aussi que cette convention sera bien signée cette année 2017. Inch'Allah, au cours de cette année, si tout va bien, nous aurons cette convention collective. Puisque on ne voulait pas adopter l'autre plan, le plan des intimidations et autres. Ce n'est pas important entre des personnes déjà qui travaillent ensemble. Une fois que la communication existe, une fois que vraiment cette volonté est là, pour nous, nous irons vers cette convention cette année. Concernant la journée internationale de la presse, Sidi Diallo trouve qu'il n'y a lieu de se réjouir en ce sens que plusieurs journalistes sont encore brimés dans leurs droits. Le regard, c'est vraiment alarmant, c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer dans notre pays. Depuis plus de 10 ans, depuis la libéralisation des zones, jusqu'à présent, il y a des travailleurs qui n'ont pas un simple contrat.
Il y a des travailleurs qui n'ont pas le SMIG. J'étais à l'intérieur du pays, ça fait pas 2 semaines. J'ai rencontré des journalistes qui n'ont même pas 100 000 francs par mois. J'ai rencontré des journalistes durant toute une année, depuis l'ouverture d'une radio, depuis une année, je vous dis, ils n'ont aucun franc. C'est une honte pour notre pays. Une rencontre d'échange est prévue la semaine prochaine afin de donner la latitude à tous les hommes de médias qui le désirent de s'exprimer et donner leur avis sur le sujet. Et l'Alliance des médias pour les droits humains a, à l'occasion de cette même journée, fait elle aussi son analyse des difficultés que vivent les hommes de médias en Guinée. Bountourabi Keita était présente à sa conférence de presse, suivez son compte rendu. La liberté de la presse en Guinée peine encore à connaître des jours heureux, révèle un constat. Le dernier classement de Reporters sans frontières et les énormes difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes guinéens dans l'exercice de leur profession en font foi. Saïkou Baldé est président de l'Alliance des médias pour les droits humains. À la recherche de l'information, nous sommes victimes d'exactions, de violences physiques, nous sommes victimes de harcèlement et certains même ils perdent la vie. Et vous avez, pour illustrer cela, le cas Koula Diallo, n'est-ce pas, qui a été tué. Mon shérif Diallo qui a disparu il y a plus d'1 an et jusqu'ici on ne sait pas. Et pour Koula, justice n'est pas rendue. Pour shérif, jusqu'ici aucune enquête ne le prouve, n'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ce classement de Reporters sans frontières qui place la Guinée 101e sur 180 au rang mondial n'est pas un fait de hasard. Les critères selon le représentant sont clairs et objectifs. Il couvre toute la couverture de la vie nationale. Rien n'est oublié. Et comment la presse pénètre la vie nationale. C'est ce qu'on classe. Et moi, je représente Reporters sans frontières. Le classement est fait de telle sorte que je ne puisse pas, moi seul, influer sur quoi que ce soit. Je ne peux pas aider la Guinée. Je ne peux pas la plonger. Et ce qu'on demande, c'est la rigueur. Et toutes les dispositions sont prises dans le pays pour que le formulaire envoyé à un certain nombre d'individus de toute classe, de toute catégorie, puisse refléter la réalité du pays quand on confronte. La liberté totale de la presse en Guinée, certains hommes de médias y croient. Et cela passerait nécessairement, selon eux, par le respect et l'application stricte des textes de loi. La liberté de la presse en Guinée a encore de beaux jours devant elle. Et nous devons nous battre ensemble pour que le droit à l'expression, à la liberté de presse, pour que ce droit-là soit respecté comme ce droit figure en bonne place dans notre Constitution et dans tous les textes nationaux et internationaux. 108e en 2016 et 101e en 2017, selon Reporters sans frontières. La marche vers la liberté d'expression en Guinée est encore longue et les journalistes comptent y arriver un jour. Voilà, toute chose qui nécessite la mise en place d'une convention collective. Cette convention vise certes à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes pour un meilleur rendement, mais en attendant, la question se pose de savoir comment, dans les conditions actuelles, les hommes de médias peuvent-ils s'affranchir de l'irresponsabilité. Et la présidente de la Haute Autorité de la Communication a bien sa réponse. On écoute Martine Condé. Si les employés ou si les professionnels travaillant dans les organes de presse privés ne sont pas payés, ça, c'est de la responsabilité de ces patrons de presse. L'État fait de son mieux pour aider un peu, parce que la subvention, c'est pas beaucoup, mais nous essayons chaque année d'appuyer, de donner, en tout cas, un peu de moyens à chaque organe de presse, dans chaque association, dans le compte d'exploitation prévisionnelle. Les travailleurs sont prévus. Donc, vous ne pouvez pas recruter si vous n'avez pas prévu de l'argent pour payer des salaires. Les états généraux de la presse qui doivent être tenus très bientôt, il faut prévoir peut-être des articles ou des passages dans la loi pour sanctionner peut-être les entreprises qui recrutent des gens. Mais ça dépend aussi. Si vous n'êtes pas payé, allez à l'inspection du travail. Mais souvent ça n'aboutit pas, madame. Vous me posez une question, moi je régule.
je recule, mais je ne gère pas d'entreprise de presse. Mais je ne peux pas forcer un directeur d'organe de presse de payer ses employés. Donc cela ne relève pas de votre Ça ne relève pas du tout de moi. Madame la Présidente, une question justement. Sur les conditions de travail des journalistes, des acteurs politiques s'aperçoivent bien de leur état de précarité. C'est en cela d'ailleurs que certains rencontrés par notre rédaction rendent un hommage aux hommes de médias en cette journée de la liberté de la presse. Saloum Kondé, reportage. Ces dernières années en Guinée, l'on constate une liberté de ton à travers les médias. Mais dans la chaîne de production de l'information, les journalistes sont souvent confrontés à l'insécurité dans l'exercice de leur métier. Une réalité que déplore le coordinateur du bloc de l'opposition constructive. Il faut rappeler Koula, il faut l'appeler le gars de l'espace. Serif qui est disparu. Et aujourd'hui, rappelons que la presse guinéenne souffre, je le reconnais, en tant qu'activiste de la société civile et de la vie politique guinéenne, donc dont il faut vraiment remédier. La presse doit être appuyée et aujourd'hui en Guinée, on commence à voir quand même la liberté de presse, mais il y a des limitations. Malgré les conditions précaires dans lesquelles la presse guinéenne évolue, la classe politique apprécie sa contribution par rapport à la conscientisation de la société. Donc les médias font un travail important et aujourd'hui, avec les médias en Guinée, il y a une liberté de ton. Aujourd'hui, les gens ne s'inquiètent pas, les gens ne sont pas inquiétés lorsqu'ils passent dans les médias. Et ça, ce sont les canaux. Ces canaux-là, c'est vous, les médias, vraiment, c'est vous qui donnez cette opportunité à la population aujourd'hui. Il y a des émissions aujourd'hui où vraiment les gens, le bas peuple peut aller s'exprimer. On attend, il y a des émissions aujourd'hui vraiment en langue locale, où les gens du bas quartier peuvent aller s'exprimer. Il y a des reportages aujourd'hui où on va dans les quartiers, dans les débarcadères, dans des familles, on interroge les gens, les gens donnent leur point de vue. Moi je crois que la presse est en train de faire un grand boulot, notamment en Guinée, depuis la libéralisation des ondes en Guinée. Vraiment la presse privée a fait évoluer les mentalités aujourd'hui en Guinée. Et aujourd'hui personne ne peut s'en passer, que ce soit les politiques, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile. Tout le monde aujourd'hui utilise la presse et je crois que ça c'est une évolution importante. C'est là il faut saluer vraiment le travail herculien qu'abat la presse. Au-delà de cette appréciation, certains leaders de la classe politique guinéenne interpellent les patrons de presse quant à l'amélioration des conditions de leurs travailleurs. Voilà, très bonne fête à tous les hommes de médias de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Changeons à présent de cap. La Guinée s'apprête à organiser du 18 au 22 mai 2017 la deuxième édition du Salon international de l'habitat et la construction. Ensemble pour des villes sans taudis, gage du développement durable, c'est le thème retenu cette année. En prélude à ce salon, la structure organisatrice et les cadres du département de l'habitat étaient face à la presse ce mercredi pour expliquer aux promoteurs immobiliers et la population les enjeux du SIHACO. Oumar Sow. C'est dans le souci de promouvoir le secteur de l'habitat et de la construction en Guinée que le Salon international de l'habitat et la construction est organisé. Pour les initiateurs, l'idée de cet espace d'échange est de réunir les promoteurs pour exposer les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier, notamment dans la construction d'immeubles collectifs pour le plus grand nombre de Guinéens. La question de l'habitat et de la construction n'a toujours pas connu sa solution. C'est pourquoi Axe Expansion a bien voulu donner une opportunité aux spécialistes du domaine de la construction et de l'habitat à trouver au cours de l'année un espace et un temps afin de pouvoir échanger, discuter et proposer des solutions idoines pour un habitat digne et favorable au développement durable, totalement débarrassé des taudis et autres immondices vecteurs de propagation des maladies hydriques et corollaires. En mettant en place cette plateforme, le SIHACO, l'objectif recherché est de faire de la Guinée une destination privilégiée pour l'ensemble des acteurs de la construction en provenance du monde entier. Au cours de ces 5 jours de foire sur l'habitat et la construction, l'occasion sera offerte aux exposants de mettre en avant leur savoir-faire et les dernières innovations dans le domaine de l'immobilier. Il y aura donc des cadres de concertation qui vont se fonder sur l'aménagement du territoire, sur la sécurisation foncière,
sur l'habitat durable et naturellement sur le logement décent, notamment le logement social et le logement économique. Pour cette deuxième édition, le pays invité d'honneur est la Côte d'Ivoire. Pour cela, le premier diplomate chargé des affaires économiques de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Guinée rassure de la présence de son pays à cette rencontre. Et si nous sommes invités d'honneur, nous ne pouvons que assumer notre responsabilité. Donc la Côte d'Ivoire sera et participera à cette manifestation internationale. Pendant cette rencontre, le développement durable de nos villes sera au cœur des échanges. Une manière pour les initiateurs d'informer les visiteurs sur les opportunités du marché immobilier en République de Guinée. Autre fait dans cette édition, l'ONG Prisonniers sans frontières a offert ce mercredi aux détenus de la maison centrale de Conakry des kits sanitaires composés du savon, des gobelets et des seaux. Cette assistance a été rendue possible grâce à sa collaboration avec les Rotary Club de Guinée. Cette initiative humanitaire de Prisonniers sans frontières s'inscrit dans son programme de soutien aux prisonniers des régions de la Basse-Côte et de la Moyenne Guinée. Alceni Diallo. C'est l'une des premières actions de cette jeune ONG des régions du Fouta et de la Basse-Guinée. Prisonniers sans frontières, comme son nom l'indique, entend apporter son soutien aux détenus en général, mais les plus vulnérables en particulier dans les maisons carcérales. Ce sont près de 3000 morceaux de savon et 80 seaux qui ont été offerts ce mercredi par l'ONG Prisonniers sans frontières aux séquestrés de la maison centrale de Conakry. Nous avons assisté à la réunion du club Rotary et nous avons trouvé là un don en cours. Nous avons demandé qu'on fasse à nos prisonniers. Et donc nous avons pas mal mené des actions. Ce qui nous a surtout plu dans ça, c'est parce que ce sont des dons de kits de santé. Et ce qui parle de santé, le milieu carcéral est beaucoup menacé. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut venir là, offrir là ce don pour que ces détenus puissent en bénéficier. En partenariat avec le Rotary Club de Guinée, l'ONG Prisonniers sans frontières se dit prête à aller sur tous les fronts afin d'apporter leur soutien aux détenus des régions de la Guinée. Pour l'ancien président du Rotary Club Camayen, leur apport n'est qu'une assistance à l'ONG Prisonniers sans frontières qui devra permettre aux prisonniers de rendre leur milieu plus sain. Donc comme l'a dit mon prédécesseur, nous procédons à travers Prisonniers sans frontières la distribution des kits de prévention contre les épidémies en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une participation assez modeste, mais quand même qui pourrait aider dans la propriété des prisonniers au niveau de la maison centrale. Prisonniers sans frontières ne comptent pas se limiter juste à faire des dons aux incarcérés des maisons centrales. L'ONG entend également innover dans l'intérêt des prisonniers dans les jours à venir. Nous avons d'autres projets en cours. Celui de la mise en place des jardins maraîchers, déjà dont le budget est obtenu. On est dans les études de faisabilité maintenant. Nous avons également un programme d'installation, c'est-à-dire d'une unité d'imagerie médicale au sein de la maison centrale, parce que l'affaire d'imagerie en Guinée pose problème et les prisonniers sont menacés des infections pulmonaires. Donc, pour les prendre ici, les envoyer dans les hôpitaux, parfois, si c'est des prisonniers qui sont condamnés, on ne les libère pas pour aller, c'est-à-dire se faire consulter ou faire des diagnostics. Donc on a dit qu'il faut mettre une unité médicale en place qui doit appuyer l'infirmerie qui est en place afin que le diagnostic soit effectif. Après la maison centrale de Conakry, celle de Kindia, Fria et Fourikaria seront les prochaines étapes pour l'ONG Prisonniers sans frontières. Sport à l'école. À présent, les équipes victorieuses de la dernière compétition scolaire et universitaire ont reçu leur trophée ce mercredi au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est un tournoi qui a mobilisé des écoles de Conakry et de l'intérieur du pays autour des disciplines diverses. Pour le succès qu'elle a connu et la qualité des élèves et étudiants athlètes de Guinée, les autorités estiment que cette compétition marque un nouveau départ pour le sport en milieu scolaire guinéen. Soirée Boubacar.
Le football, le handball, le basketball, l'athlétisme masculin et féminin, ce sont là les différentes disciplines dans lesquelles a porté ce tournoi scolaire et universitaire de 2017. Et les trophées ont été en grande partie remportés par les équipes présentées par Conakry. Seule l'équipe féminine de basketball de Mamou qui a réussi à se tirer d'affaire en remportant la coupe dans cette catégorie. Selon les organisateurs, le tournoi a été marqué du début à la fin par une ambiance de convivialité et surtout de beaucoup de discipline. Ce qui donne d'ailleurs espoir aux partenaires à cette organisation que la Guinée sera valablement représentée en Côte d'Ivoire en 2018. Tout en se félicitant de la réussite de cette compétition scolaire, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation Ibrahim Khalil Konaté a demandé aux équipes d'encadrement de bien suivre ces jeunes. Pourquoi j'ai demandé de rencontrer ces jeunes? C'est pour dire aux encadreurs qu'après avoir quitté Conakry, de ne pas abandonner ses enfants. Ces enfants doivent le représenter l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Dans un tournoi qui va opposer le Niger, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. En plus des préparatifs pour la participation de la Guinée dans la compétition sous-régionale qui doit se tenir en Côte d'Ivoire en 2018, il y a celle aussi de la deuxième édition qui se tiendra à la baie à la même année. L'info sur le continent à présent. Au Togo, il y a 7 ans, l'opposant historique Gilles Christ Olympio signait un accord avec le parti présidentiel, le Rassemblement du peuple togolais. À la surprise générale, pour le leader de l'Union des forces de changement, le combat politique ne devrait pas s'exprimer par les manifestations de rue. Une stratégie qui aujourd'hui est réfutée par l'opposition. Suivez. Le président national de l'UFC, Union des forces du changement au Togo, Gilles Christ Olympio, prône le dialogue entre les différents acteurs politiques pour améliorer la démocratie dans le pays. À l'heure du bilan de ces 40 années de lutte politique, il estime qu'aujourd'hui l'opposition togolaise doit être constructive. Pour lui, le combat politique ne doit plus s'exprimer dans la rue. Nous devons apprendre à négocier, approcher nos adversaires et confronter nos points de vue, les rassurer du mieux possible. Il en sort toujours quelque chose. L'opposition doit être constructive. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, ni avoir recours à la violence. Cela ne marche pas. Beaucoup sont persuadés que seule la manière forte peut changer les choses. L'ancien leader de l'opposition togolaise en appelle donc à l'unité de tous les acteurs engagés dans la lutte pour la démocratie et l'alternance politique. Il estime qu'il serait préférable d'instaurer des primaires pour que les différentes formations confrontent leurs idées et manifestent d'un commun accord pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Une réaction qui n'est pas partagée par le chef de file de l'opposition. Monsieur Olympio tente de discréditer l'opposition togolaise. Moi, je ne dis pas que l'opposition togolaise est irréprochable, mais toutes les griefs de Monsieur Olympio contre l'opposition sont irrecevables. Il n'a plus rien à voir avec l'opposition. Ça fait 7 ans qu'il a signé un accord. Alors, il doit assumer ses décisions et il doit collaborer avec le parti au pouvoir et nous laisser tranquillement faire ce que nous pensons bien dans l'intérêt des populations togolaises, dans l'intérêt du combat que nous menons pour l'alternance, l'état de droit et la démocratie au Togo. Selon les autorités togolaises, des élections locales devraient normalement avoir lieu avant la fin du premier semestre 2018. Une nouvelle opportunité pour l'Union des forces du changement et ses pairs de l'opposition de regagner la confiance des électeurs et se positionner davantage pour la présidentielle en 2020. Les producteurs africains font face à une baisse drastique des cours mondiaux du cacao, une situation qui affecte principalement la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus grands producteurs en Afrique. Les deux pays espèrent que le récent déménagement de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan pourra changer la donne. Suivez.
Les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont à la peine. La faute à la chute de près de 30% des cours mondiaux enregistrés depuis 2016. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana a perdu près d'$1 milliard de recettes d'exportation, d'après les chiffres publiés par le Conseil du cacao du Ghana. Dans un pays où la croissance économique a fortement ralenti depuis 2014, l'inquiétude est de mise. Le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, en place depuis janvier 2017, a promis d'accroître la production jusqu'à 1 million de tonnes d'ici la fin de son premier mandat. By the nature of the political economy. De par la nature de l'économie politique, si les prix baissent, il sera difficile de refiler quelque chose aux agriculteurs, en particulier lorsque vous avez également une politique qui encourage les agriculteurs à cultiver plus de cacao et améliorer leur rendement. Même constat en Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao où le gouvernement a dû revoir à la baisse le budget 2017. Dans la commune d'Agbouville, située à 80 km d'Abidjan, les agriculteurs se sont retrouvés endettés et dans l'incapacité d'acheter des engrais et des pesticides dans le but de préparer les plantations pour la récolte de la saison prochaine. L'avenir est difficile maintenant, vraiment c'est difficile. Si le gouvernement ne pense pas à nous, vraiment, on ne peut pas escalader nos enfants. Il faut que le gouvernement se penche un peu vers nous. L'ICO, Organisation internationale du cacao, a désormais son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fondée à Londres en 1973, elle avait à l'origine pour objectif de stabiliser les prix mondiaux d'exploitation par stock, mais surtout fournir des données statistiques et soutenir des projets de développement de la production et de la commercialisation du cacao. Aux États-Unis, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Donald Trump que certains imaginent d'amener les Israéliens et les Palestiniens vers un accord de paix. Mahmoud Abbas, le président palestinien, arrive à Washington avec quelques espoirs. Il rencontre ce mercredi soir le patron de la Maison-Blanche. Suivez. D'abord en Égypte auprès du président Al-Sisi samedi, puis en Jordanie avec le roi Hussein dimanche, deux dirigeants déjà reçus par Donald Trump. Mahmoud Abbas prépare sa visite à Washington. Sur sa page Facebook, il annonce l'enjeu. La rencontre portera sur le rôle qui pourrait être joué par l'administration américaine dans la reprise des négociations de paix afin de parvenir à une solution à la question palestinienne en tenant compte des droits historiques du peuple palestinien. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la position américaine est floue. Dans ses premières déclarations, le nouveau président américain a semblé vouloir tout remettre à plat. Je regarde la solution à deux États et un État. Moi, j'aime la solution que souhaitent les deux parties. Mahmoud Abbas est un habitué de ces négociations de paix. Il a déjà mené deux processus, l'un avec Ehud Olmert et George W. Bush, l'autre avec Barack Obama et Benjamin Netanyahu. Deux processus qui ont échoué. Une nouvelle relance des discussions pourrait-elle connaître une issue différente? Difficile de le dire, mais aujourd'hui Mahmoud Abbas apparaît affaibli, impopulaire et parfois jugé illégitime auprès des Palestiniens. Il ne dirige plus qu'une partie de son peuple. L'autre à Gaza est sous l'emprise du Hamas depuis le coup d'État de 2007 et ce dernier critique déjà la rencontre avec Donald Trump. Nous n'attendons rien de cette visite car la position américaine est complètement sous l'emprise de l'entité sioniste. De son côté, le Premier ministre israélien attaque lui aussi Mahmoud Abbas. Comment peut-on parler de paix avec Israël quand en même temps on finance les assassins qui font couler le sang d'innocents israéliens? La visite du président de l'autorité palestinienne intervient alors que Donald Trump prévoit de se rendre en Israël dans les prochaines semaines. Et pour terminer, au Brésil, Rio de Janeiro a vécu une nuit mouvementée. Les policiers ont lancé une opération contre les narcotrafiquants. 35 personnes ont été arrêtées, plusieurs dizaines d'armes ont été saisies. En représailles, les criminels ont mis le feu à des bus et à des camions pour diversion. Suivez. La fumée opaque est visible sur des kilomètres. 9 bus et 2 camions ont été brûlés près de cette autoroute très fréquentée de Rio de Janeiro. Le but, semer la confusion et faire diversion alors qu'une grosse opération se préparait contre des gangs. Mardi matin, des narcotrafiquants projettent de prendre le contrôle d'un quartier occupé par des rivaux. Mais la police intervient, 45 personnes sont arrêtées et 30 fusils d'assaut sont saisis. En 34 ans de carrière au sein de la police, je ne me souviens pas avoir déjà vu autant d'armes de cette taille être saisies dans l'urgence et en une seule opération. Les interventions musclées sur fond de guerre des gangs se multiplient à Rio depuis la fin des Jeux Olympiques cet été. Montée de la violence d'un côté et baisse des moyens alloués à la police de l'autre,
Pour le secrétaire d'État à la sécurité, la situation est inacceptable. Nos officiers de police saisissent une arme par heure. Combien de temps cela va-t-il durer? Est-ce suffisant? Non. Est-ce que la police fait tout pour éviter cela? Oui. Ils travaillent depuis des années sur ce problème. Mais avec les moyens limités d'aujourd'hui, c'est toujours plus difficile. Et les criminels sont plus forts de jour en jour. Selon les chiffres officiels, 58 policiers ont été assassinés dans la ville depuis le début de l'année. Voilà, dans les minutes qui suivent, retrouvez cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous servir. Au revoir.